Alors cela est lié d'abord à toutes les crises qui ont eu lieu dans le voisinage de l'Europe. Au sud de l'Europe, par exemple, vous avez eu les printemps arabes qui ont provoqué des tas de situations chaotiques en Libye, en Syrie. C'est comme ça qu'on a eu une crise migratoire en Europe en 2015, qu'on a eu les attentats en France en 2015. Donc c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est à l'est de l'Europe, c'est les relations de plus en plus tendues avec la Russie, qui ont notamment provoqué la crise en Ukraine en 2014, donc qui a été une crise majeure sur le continent européen, qui a mobilisé évidemment toutes les énergies diplomatiques et autres de l'Europe. Et puis l'autre élément, c'est évidemment la relation avec les États-Unis, qui est une relation de plus en plus compliquée parce que les États-Unis sont dans une forme de retrait stratégique. Ça a commencé avec Obama. On a vu avec Trump une forme d'isolationnisme ou de nationalisme, America First. Donc tout cela a amené les Européens à se réveiller. Il y a une espèce de confrontation croissante maintenant au niveau mondial, géopolitique mondiale entre les États-Unis et la Chine. Donc les Européens, là aussi, doivent réagir en termes géopolitiques, ce qui fait que ce concept d'Europe géopolitique est apparu, avant même la pandémie de Covid-19, dans la bouche de Ursula von der Leyen, quand elle est devenue présidente de la Commission européenne. Et c'est comme ça qu'on a parlé de plus en plus d'Europe géopolitique. Et la pandémie a ajouté évidemment une dimension supplémentaire en montrant la vulnérabilité de l'Europe, un certain nombre de dépendances stratégiques, par exemple dans le domaine médical. Donc il y a comme ça tout un réveil géopolitique de l'Europe qui dépasse de beaucoup la conception traditionnelle française. Alors l'Union européenne dispose d'un certain nombre d'outils. Les outils traditionnels sont liés à la construction européenne et au début de la construction européenne, le grand marché, le marché intérieur, ce qu'on appelle la puissance normative. Une professeure américaine récemment a parlé de The Brussels Effect, l'effet Bruxelles, qui est la portée normative des législations européennes au-delà du territoire européen. Il y a aussi la politique commerciale. L'Europe agit de façon unie, donc avec beaucoup plus de pouvoir dans les négociations commerciales internationales. On l'a vu par exemple avec le Brexit, qui a été bien négocié par l'Union européenne après 2016. Il y a aussi toutes les aides que l'Europe peut distribuer dans le monde. Donc c'est toute une série d'outils qui existaient déjà, qui sont des outils un peu traditionnels de l'Union européenne. Mais à cela s'ajoutent des outils un peu nouveaux. La politique de sécurité et de défense commune, qui est montée en puissance depuis 1999-2003. Donc l'Union européenne lance des opérations. Évidemment, ça n'est pas la défense collective de l'Europe, ce n'est pas la défense de l'Europe qui est confiée à l'OTAN. Ce ne sont pas des opérations de coercition. L'Europe ne fait pas encore ça. Donc il y a des limites dans la PSDC, mais quand même, l'Europe est un producteur de sécurité. Et puis l'Europe recourt de plus en plus aux sanctions. Par exemple, contre la Russie, après la crise ukrainienne, il y a eu des sanctions qui ont été appliquées et qui ont fait partie du rapport de force avec la Russie. Et puis l'Europe a aussi fait monter en puissance le soutien à son industrie de défense pour renforcer la coopération européenne d'armement avec un fonds européen de défense. Donc tout ça a monté en puissance à partir de 2013. Et on peut ajouter à cela la remarque que la mutualisation des moyens européens permet d'être plus fort. C'est le vieux principe, l'union fait la force. Prenez un programme comme le programme Galileo, dans le domaine civil, c'est un programme d'observation spatiale qui en réalité peut aussi avoir des conséquences militaires et qui a permis aux Européens de rompre le monopole du système américain GPS. Un autre exemple dans le domaine civil, c'est évidemment le programme Airbus. Même si Airbus n'était pas à l'origine un projet soutenu par des fonds publics, c'est quand même un géant européen qu'on a créé. Et un enjeu, c'est évidemment de développer les géants européens. Et évidemment, aujourd'hui, on essaie de créer un Airbus dans le domaine militaire avec un avion de combat du futur qui serait réalisé par les Européens, un seul avion de combat au lieu d'en avoir plusieurs aujourd'hui. Alors il faut distinguer les deux exercices. La conférence sur l'avenir de l'Europe, elle a démarré en mai de cette année, le 9 mai. Elle aurait dû démarrer plus tôt, mais à cause de la pandémie, ça a été retardé. C'est un exercice de réflexion, c'est un exercice pour associer les citoyens de l'Europe par des débats, par des contributions à ce qu'on va
peut pouvoir faire pour renforcer l'Europe. Donc c'est un exercice qui a déjà commencé et qui donnera lieu sous la présidence française en mars 2022 à une sorte de bilan d'étape pour voir ce qu'il faut changer éventuellement dans les traités ou faire des choses un peu nouvelles en Europe, par exemple sur l'Europe de la santé, renforcer l'Europe de la santé, mais aussi d'autres domaines. Donc c'est un exercice que la présidence française va porter, mais qui est déjà démarré. La présidence française elle-même, de toute façon, elle sera forcément limitée parce que quand on est en présidence de l'Union européenne, on s'inscrit dans un agenda de longue durée, on travaille avec les présidences précédentes, les présidences suivantes, on n'a pas tous les pouvoirs, par exemple dans la politique étrangère, depuis les réformes du traité de Lisbonne, ça n'est pas la présidence, l'État en présidence qui dirige le Conseil des affaires étrangères, par exemple. Donc, il faut mettre des limites, évidemment, à ce que peut faire une présidence. La présidence sert l'intérêt général européen, mais c'est clair que la France va essayer de projeter un certain nombre de ses priorités, de ses préoccupations au niveau européen. La France a toujours poussé l'agenda de l'autonomie stratégique européenne. Donc, c'est un agenda qu'on va continuer à porter, qui avait au départ une conception plutôt dans le domaine de la défense et de la sécurité. Ça vient des livres blancs français sur la défense, mais qui, avec la pandémie de Covid-19, s'est étendu à l'ensemble de l'économie, de la politique industrielle. On parle d'autonomie stratégique ouverte, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire du protectionnisme ou de l'autarcie, mais de réduire nos vulnérabilités et nos dépendances. Pour donner quelques exemples concrets, par exemple, la France va essayer de pousser la souveraineté numérique européenne. Le thème de la souveraineté européenne, c'est un peu comme aussi l'autonomie stratégique, a été beaucoup porté par le président Emmanuel Macron dans son discours de 2017 à la Sorbonne. Donc on va essayer de renforcer la souveraineté numérique européenne, le pouvoir de renforcer les normes européennes, le pouvoir de négociation européen, peut-être un cloud européen. Donc dans ces domaines-là, il y aura sans doute des progrès sous présidence française. Un autre exemple, c'est la lutte contre la coercition économique, la lutte contre les effets des sanctions extraterritoriales. Là aussi, il y a des réflexions qui ont déjà commencé, mais que la France va essayer de pousser pour adopter des instruments ou des moyens pour résister à ça. Dans le domaine de la politique étrangère, de la défense et de la sécurité, la France a deux priorités particulières. Il y en a une qui s'appellera la boussole stratégique. Ce sera une sorte de livre blanc de la défense, c'est-à-dire quelle est l'analyse des menaces qui pèsent sur la sécurité de l'Europe et quels sont les moyens que l'on peut mobiliser pour y répondre. Et cet exercice purement sécurité-défense n'avait jamais été fait, en tout cas dans le champ spécifique de la sécurité et de la défense. Donc c'est un exercice très important dont la réflexion a commencé et que la France va essayer de faire aboutir sous sa présidence. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle une stratégie indo-pacifique, parce que l'Europe ne peut pas se résoudre à ne pas exister dans la confrontation qui se met en place entre les États-Unis et la Chine. Elle a des intérêts dans cette région et donc il faut qu'elle se dote aussi d'une stratégie. Ce sera la stratégie indo-pacifique qui là aussi devrait être adoptée sous présidence française.